va accueillir Raphaël Enthoven. Vous êtes tous impatients? Non? Oui. Oui. Bonjour Raphaël, merci. Raphaël Enthoven, vous êtes professeur agrégé de philosophie. Alors, il ne faut pas lui dire qu'il est philosophe. Moi, je lui ai dit, vous êtes philosophe. La première fois, il m'a dit, non, je suis professeur de philosophie. Ça commençait mal, hein, déjà. Non, mais tout le monde est philosophe, si vous voulez. Alors que voilà, d'être prof de philo, il faut bosser pour ça. Voilà. Donc, c'est l'orgueil qui me fait dire... Pardon, voilà. Allez-y. Alors, vous avez participé au lancement de Philosophie Magazine, où vous tenez toujours une chronique régulière et dont les textes ont été rassemblés dans 3 recueils parus chez Gallimard, L'endroit du décor, Le philosophe de service et autres textes, et Matières premières. Vous êtes prix Femina de l'essai pour le dictionnaire amoureux de Marcel Proust que vous avez écrit avec votre papa, Jean-Paul. Hein. On pourrait vous attribuer l'oxymore cher à Antoine Vitesse, l'élitisme pour tous, tant vous êtes actif pour promouvoir la philosophie auprès du plus grand nombre. En effet, vous avez participé au lancement de l'Université populaire de Caen aux côtés de Michel Onfray, et vous avez contribué à la création de la Société normande de philosophie. Vous animez une dizaine de rencontres annuelles au théâtre de l'Odéon avec des philosophes, des écrivains, des historiens de l'art. Et parallèlement à ça, vous faites de la radio et vous faites de la télé. Alors, à France Culture avec l'émission Commentaires, Les Nouveaux Chemins de la Connaissance, Le Monde selon Enthoven, Le Gai Savoir, Arte avec l'émission Philosophie, et enfin sur Europe 1 avec 2 rendez-vous. Chaque matin, La Morale de l'Info à 8h26 avec la petite capsule de 2 minutes qui nous fait prendre du recul sur l'information et qui nous aide à réfléchir au monde qui nous entoure pour trouver une morale ou un sens à cette actualité. Et puis l'émission Qui Vive, qui est une émission plus longue, puisque c'est une émission d'1 heure, de 15h à 16h, tous les samedis. C'était sur Harry Potter aujourd'hui, hein, je crois. Oui, c'était sur Harry Potter. Voilà. Donc aujourd'hui, rien vous cacher, vous étiez là pourtant. Mais... Ah mais moi, vous êtes mon idole. Hein, oui, j'en vois. Aucune pression. Voilà. Alors aujourd'hui, vous sortez Anagramme pour lire dans les pensées, qui est coécrit avec Jacques Perry-Salkov et qui est illustré par Sheng Jianhong, je le prononce sans doute mal. C'est un recueil d'anagrammes pour réfléchir à un monde renversant grâce au sens réversible des mots. Et par exemple, on peut trouver que de la démocratie, quand on prend de la démocratie, on obtient... Art de la comédie. Voilà. Avec les mêmes lettres. Particulièrement actuel. Et quand vous prenez Carpe Diem, vous obtenez Ça déprime. Voilà. Alors, à la fin du programme de conférence, vous pourrez retrouver Raphaël Enthoven à l'Espace Librairie, où il dédicacera ses ouvrages. Donc voilà pour l'intro. Alors maintenant, on va passer au sujet du jour. Cette épreuve qui nous met face à notre destin et qui, plus que toute autre maladie, nous fait réfléchir au combat de la vie et à la possibilité de la perdre. Donc, quand je vous ai rencontré cet été, vous m'avez immédiatement cité cette phrase de Vladimir Yankelevitch. « Nous savons que nous allons mourir, mais nous n'y croyons pas. » Et c'est précisément le thème de votre intervention. Oui, c'est une phrase formidable. Merci de cet accueil d'abord et bonjour à tous. Je suis content d'être ici parce que j'ai le sentiment que devant une assemblée comme celle-là, on ne se paye pas de mots. On ne peut pas raconter n'importe quoi du tout. De fait, Yankelevitch ne racontait pas n'importe quoi quand il parlait de la mort, de façon générale d'ailleurs, et il a cette phrase que je trouve fulgurante, il dit « Nous savons tous que nous allons mourir, mais nous n'y croyons pas ». Qu'est-ce que ça veut dire? Très, très simplement, tous les hommes sont mortels. Celui qui le dit, d'une certaine manière, ne se sent pas engagé par cette phrase. En vérité, Vladimir Yankelevitch, et c'est la première des 2 expériences littéraires que j'aimerais partager avec vous, car j'aimerais aborder cette question sous 2 angles, la question de la mort propre, la mort intime, et la question de la mort de l'autre. C'est la raison pour laquelle j'évoquerai 2 exemples littéraires qui sont vraiment qu'on peut aisément retrouver et qu'on lit avec le plus grand profit. Le premier, c'est une nouvelle de Tolstoï, La mort d'Ivan Ilitch, que Yankelevitch avait en tête, et je vous dirai pourquoi. Et le second, ce sont les intermittences du cœur, qui se trouvent au cœur de la recherche du temps perdu. Je commence par Yankelevitch et par Tolstoï. Yankelevitch était très marqué par la lecture de Tolstoï et par cette nouvelle, La mort d'Ivan Ilitch. Quelques mots d'abord sur Yankelevitch. Il est l'auteur de 700 pages sur la mort, une monographie de 700 pages sur la mort, qu'il commence en disant « on ne peut rien en dire ». Il met 700 pages à le faire. Sauf que la façon qu'il a de ne rien en dire est quand même très intéressante. Par exemple, vous avez un chapitre dans lequel Vladimir Yankelevitch examine toutes les stratégies d'esquive, c'est-à-dire toutes les façons que nous avons de savoir qu'on va mourir sans y croire.
Il prend un exemple que je trouve particulièrement frappant. Quand on va aux obsèques de quelqu'un, il arrive qu'on dise « il est mort, le pauvre ». Comme s'il lui est arrivé un truc insensé, un truc infernal, un truc fou, un truc en fait, auquel nous échapperions, nous arriverons à échapper si nous sommes un peu prudents. Et c'est ce genre d'illusions sur lesquelles Jankélévitch travaille, parce qu'il lui est essentiel, en vérité, c'est la seule chose qu'il essaie de dire. Ce qui est essentiel pour lui, on est sérieux, on est rigoureux, que quand on a les yeux sur cette éminence-là, c'est-à-dire notre mort. Au fond, personne ne pense plus à la mort que celui qui veut penser à autre chose. Personne n'est davantage hanté par la mort que celui qui veut se distraire de cette idée-là. Personne n'est plus hanté par la mort que celui qui consacre son énergie, sa vie, sa force à essayer d'avoir autre chose en tête. Alors qu'en réalité, la mort, d'une certaine façon, la crainte de la mort, c'est le sens de son enseignement, est, dit-il, soluble dans la conscience aiguë qu'on en a. Alors, comment s'y prend-il? Et il a en tête la nouvelle de Tolstoï, La mort d'Ivan Ilitch, qui est vraiment un texte incroyable, que je vous invite vivement à lire, parce que c'est un texte dans lequel on comprend l'abîme qui sépare la mort vécue, si j'ose dire, de la mort subie par les autres. Ivan Ilitch est un notable pétersbourgeois du 19e, sans relief particulier, dont l'existence jusqu'ici ne casse pas trois pattes à un canard, qui a une petite carrière dans la bureaucratie, ce qui est à peu près là qu'on fait carrière. Enfin, c'est un personnage de Gogol, si vous voulez. C'est un personnage, c'est un personnage sans aspérité singulière. Et puis un jour, et Tolstoï le dit de cette façon-là, Ivan Ilitch découvre qu'il porte en lui une grave maladie. Le mot n'est jamais prononcé, mais il ne faut pas se tromper, c'est ça. C'est ça, le mot. Enfin, le mot, c'est cancer. Il faut dire les choses, bien sûr. Mais le mot n'est jamais prononcé dans cette nouvelle. Ce qui ménage à l'agonie d'Ivan Ilitch, au fond, ce qui lui donne suffisamment, d'une certaine manière, de souplesse pour que tout le monde s'y retrouve. Et alors, Ivan Ilitch découvre qu'il va mourir bientôt, qu'il est très très malade. Et il vit au milieu des siens, il est au milieu de ses amis, de sa famille, etc. Et au début, naturellement, les gens lui témoignent de la sollicitude, de l'attention, se tournent vers lui, se penchent sur lui, s'occupent de lui, se soucient de ce qu'il a mangé, etc. Et puis, le temps passant, que voulez-vous? Chacun se refait un bon petit égoïsme, Vous savez, à la manière dont, quand on perd quelqu'un qu'on aime beaucoup, en général, on est anesthésié par la stupeur, et on n'a pas tout de suite conscience de ça. Je vous en parlais avec Proust, d'ailleurs, de cet intervalle. Et on n'en a pas tout de suite conscience. Et c'est le moment où tout le monde est autour de vous, et vous témoigne, 1000 sollicitudes, 1000 attentions, on est désolé pour toi, etc. 6 mois plus tard, tout le monde s'est refait un bon petit égoïsme, et là, soudain, venu de nulle part, comme un coup de tonnerre dans un ciel bleu, votre vieille douleur se réveille et prend toute sa place et toute sa forme, et on ne peut plus la partager parce que les gens se disent « mais enfin quand même, ça fait 6 mois ». Mais ça fait 6 mois, mais le temps ne passe pas. De ce point de vue, le temps ne passe pas, ou alors la temporalité n'est pas une temporalité linéaire. Il faut arrêter de croire que les choses sont solubles dans le temps, et arrêter d'avoir une représentation linéaire du temps. Je veux dire, on ne souffre pas moins avec le temps. Et ce que Ivan Ilitch décrit, donc, c'est ce moment où les gens finissent par, c'est pas eux qui meurent, quoi. Sauf qu'évidemment, lui, il comprend qu'eux aussi doivent mourir. Et eux ne s'intéressent pas à lui ou lui tournent le dos, non pas parce qu'ils ont d'autres petits soucis, ça c'est ce qu'ils croient, mais en réalité parce qu'ils n'ont pas envie de ce reflet-là, qui les renvoie à la conscience de ce qu'ils sont et de ce qui les attend aussi. Et Ivan Ilitch est pris dans cette position-là, c'est-à-dire que c'est le reflet dont on ne veut plus. Du type à qui on témoigne un peu de sollicitude, il passe au statut de type à qui on ne veut plus parler, quoi. Type qu'on ne veut plus regarder, type dont le sort nous est désagréable. Et on fait passer ça pour on n'a pas le temps. On dit qu'on n'a pas le temps. La réalité, c'est qu'on ne veut pas voir. Et alors, la nouvelle est ainsi conçue que Ivan Ilitch vit sa mort. Plus exactement, ce n'est pas sa mort qu'il vit, c'est son mourir. Il vit son mourir, il éprouve son mourir, il se sent mourir. Avec ce que ça suppose d'angoisse, de peur, de sainte terreur. Alors qu'autour de lui, on dit, aujourd'hui il a mangé une côtelette, ça va mieux, demain ça ira encore mieux. Bon, ouais. Les gens sont hors sujet, quoi. Les gens sont hors sujet. Et donc lui, il vit ça de l'intérieur, et il y a un moment, notamment, c'est ça qui a marqué beaucoup Jankélévitch, il fait ce syllogisme. Il se souvient qu'à l'école, on lui a appris que tous les hommes étaient mortels. Or, Caius est un homme, donc Caius est mortel. C'était en cours de latin. Oui, dit Ivan Ilitch, d'accord, mais enfin moi je ne suis pas Caius.
C'est pas Caius qui caressait comme ça la jupe de sa maman. C'est pas Caius qui faisait des châteaux de sable avec Vania. C'est pas Caius qui, etc., etc. Ma mort. Qui me dira ma mort? Qui me dira ça? Qui me dira cette conscience-là? Qui me fera passer du savoir que je vais mourir, qui est un savoir abstrait, qui est un savoir désincarné, qui n'empêche ni de perdre son temps, ni de fumer, ni d'aller ailleurs, ni de penser à autre chose, etc., etc., à la conscience, au sentiment qu'on va mourir. Et ce qui est fou, c'est que bon, la seule personne qui est près de lui, et qui, en réalité, est la figure, pardon du jargon, mais il n'y a pas d'autre mot ici, la figure paradigmatique d'une philosophie du soin, c'est Guérassin, c'est son domestique, qui le suit. Alors, il s'occupe de lui d'abord parce que c'est son domestique et qu'il est payé pour ça, mais en réalité, la façon qu'il a de plier le coussin pour que l'autre mette ses pieds plus commodément, la façon qu'il a de lui tenir la main, la façon qu'il a de l'écouter, de se taire surtout, et de ne pas juxtaposer au récit qu'on est en train de lui faire, le récit qu'il pourrait lui-même ajouter. Bref, cette façon que les gens, vous savez, ont de parler d'eux-mêmes. « Oh, m'en parle pas, si tu savais ce que j'ai vécu, c'est odieux ça. » Lui, il fait pas ça. Lui, il fait pas ça, il écoute, il écoute, il écoute. Et le soin, l'écoute, est peut-être le cœur du soin. J'entends par soin, naturellement, tout ce qu'on soigne et qu'on ne guérit pas. Vous en parliez tout à l'heure. Où est mon prédécesseur sur scène? Je ne le vois pas. Pardon, voilà. Excusez-moi. Il y a ce qu'on guérit, il y a ce qu'on soigne. Ce qu'on soigne, c'est ce qu'on accompagne, c'est ce qu'on chérit d'une certaine manière, c'est ce qu'on préserve, c'est ce qu'on protège. Et il le soigne, littéralement, il le soigne. Et j'attire votre attention encore une fois sur cette scène où il lui dispose le coussin, le coussinet, confortablement pour que l'autre puisse mettre ses pieds plus agréablement. Ce geste-là lui prend le cœur du malade. Et quand on pense, si vous voulez, que le riche disait encore que ce qu'il y a de moins important dans la maladie, c'est l'homme, et qu'au fond, il faut éradiquer le mal, quitte à tuer celui qui en est le porteur provisoire, si vous voulez, on comprend tout le chemin qu'il faut parcourir pour en venir à l'idée que formule Canguilhem, philosophe de la médecine merveilleux, pour dire que la maladie est inséparable de l'expérience que le malade en fait. Et c'est un texte que les médecins doivent lire et doivent avoir en tête. Je veux dire, on ne peut pas soigner quelqu'un en le séparant de la maladie qui est la sienne. La maladie est inséparable de celui qui souffre. Et tous ces enseignements se trouvent dans la mort d'Ivan Ilitch, tel que lu par Vladimir Jankélévitch. Et Jankélévitch en tire une morale qui est que oui, nous savons que nous allons mourir. Si je vous dis vous allez tous mourir, je ne vous apprends rien. Mais quiconque s'avise qu'il va mourir, lui, ce qui n'a rien à voir, celui-là fait une découverte stupéfiante. Une découverte insensée. Une découverte qui, d'une certaine manière, caducifie les désirs, éteint les désirs, en tout cas dans un premier temps, rend la vie absurde, dissuade d'y trouver du sens. À quoi bon? À quoi bon? Alors, on peut inverser la proposition naturellement et considérer que la seule chose qui soit pire que d'être mortel, c'est de ne jamais mourir. Et d'ailleurs, tout ce qu'on tient pour des vices ou des vertus, enfin l'échelle des vices et des vertus a été conçue en fonction de notre propre mortalité. Par exemple, si on est immortel, l'égoïsme a cessé d'être un vice. Pourquoi l'égoïsme est un vice? Parce que c'est un combat perdu d'avance. On ne va pas mourir riche. On ne va pas mourir en se protégeant. Vous voyez ce que je veux dire? On peut se protéger tant qu'on veut, on finira bien par y passer. L'égoïsme est rendu absurde précisément par la prééminence de la mort sur la vie. Alors que si on est immortel, il n'y a aucune raison de condamner l'égoïsme, par exemple. Je veux dire, notre échelle morale elle-même est dictée par la prévalence de la mort sur nos actes. Alors, ce qui se passe à la fin de la nouvelle, pardon, évidemment, il n'y a pas de suspense, ce qui se passe à la fin de la nouvelle, c'est qu'Ivan Ilitch meurt. Mais la façon dont il meurt est édifiante parce qu'elle renseigne... Bon, c'est un moment étonnant, évidemment, on est dans les pensées d'un homme qui meurt. C'est un artifice littéraire. Mais cet artifice littéraire se fait au profit d'une scène qui, je crois, est d'un grand profit pour chacun, et qui est que, quand on regarde la mort en face, on découvre qu'elle n'est rien. C'est-à-dire, on découvre, c'est la découverte d'Ivan Ilitch, que la vie ne s'arrête pas à ma vie. On se sent d'une certaine manière, comment dire, on convertit ce qui nous dépouille du sens qu'on donnait à notre vie en joyeuse expérience, joyeuse. C'est ce qu'il fait, hein. Joyeuse expérience de la dépossession. Et alors, ceci, évidemment, la nouvelle de Tolstoï a cette vertu tout à fait remarquable de travailler la question de la mort vécue intimement, la mort propre, la mort singulière. À la façon, vous avez un passage dans La recherche du temps perdu qui, là aussi, use du même artifice littéraire pour se mettre dans les pensées d'un homme qui meurt. C'est la mort de Bergotte. C'est dans La prisonnière. Bergotte est un écrivain de renom
C'est pas ce passage-là dont je veux vous parler, mais je fais une parenthèse, mais c'est quand même important. J'aurais l'impression de vous mentir par omission si je ne citais pas ce texte-là. Bergotte est dans la prisonnière et il a entendu parler d'une exposition Vermeer. Alors il va voir l'expo Vermeer, il est là, il se promène au milieu des tableaux, il se sent pas très bien. Bon. Et on est dans ses pensées. Et il voit le tableau et il voit la vue de Delphes de Vermeer et il se dit, tiens, c'est fou quand même ce petit pan de mur jaune là. Ça, c'est vraiment bien fait. Ça, c'est du bon travail. Ça, c'est du bon travail. Et plus il le regarde, plus il se sent mal, plus il trouve ça admirable. Plus il comprend en réalité qu'il aurait dû écrire comme Vermeer a su peindre ce petit pan de mur jaune, mais qu'il ne l'a pas fait. Et pourquoi ne l'a-t-il pas fait? Parce qu'il a voulu plaire. Parce qu'il a sacrifié son talent au désir de plaire. Parce qu'il a tenté de... Parce qu'il s'est vendu au pur plaisir d'exister d'une certaine manière et au plaisir de plaire, parce qu'il a été, il a été dupe des suffrages d'autrui. Il a pris au sérieux ce genre de récompense, ce genre de gratification. Il a sacrifié ce que son œuvre aurait pu être au profit de quelque chose qui finalement n'est qu'un succès mondain et n'a pas de durée de vie si longue. Et voilà cet homme qui comprend à l'instant de mourir qu'en réalité il n'a pas encore vécu. Il n'a pas su donner le jour à l'œuvre qu'il portait en lui, précisément parce qu'il a préféré des gratifications immédiates à l'ascèse de l'artiste, qui doit se faire l'interprète des idées qui le traversent et qu'il ne comprend pas d'abord. Et quand on a ce talent-là, on a d'une certaine manière le devoir d'être l'interprète des idées qui nous traversent. Et Bergotte comprend qu'il ne l'a pas fait. Il est passé à côté de sa vie et il meurt littéralement avant d'avoir vécu. Dans le dispositif de la recherche du temps perdu, il est essentiel pour le narrateur de raconter des histoires comme ça, puisque tout l'objet de la recherche du temps perdu, c'est justement de conquérir le désir d'écrire une œuvre qui nous donne le sentiment, à l'heure de mourir, que tout ne... Waouh! Ça, alors, j'avais jamais vu. Que tout ne meurt pas avec celui qui meurt. Le sens de la vie du narrateur dans la recherche du temps perdu, c'est de comprendre que tout ne meurt pas avec celui qui meurt, même s'il est seul à pouvoir extraire le minerai qu'il porte en lui. Alors, dans la recherche du temps perdu, il y a un autre texte qui est très important, là aussi, dans l'économie de la recherche, parce qu'il se trouve en son centre, en son cœur. Et il porte d'ailleurs le titre que Proust voulait donner à la recherche du temps perdu, c'est-à-dire « Les intermittences du cœur ». Et ce texte est vraiment exactement au milieu du livre. Le livre, vous savez, Proust a commencé le livre, enfin il a commencé par les premières pages, et puis il a écrit les dernières en même temps. Donc il savait à peu près qu'il serait là au milieu de son livre. C'est au milieu de Sodome et Gomorrhe, donc le 4e volume de la recherche, on est au milieu du livre, la recherche compte 7 volumes, le 4e volume, en son milieu, compte les intermittences du cœur. Et alors dans les intermittences du cœur, il y a les intermittences du cœur, ça fait 20 pages là aussi, ça se lit de façon autonome. Les intermittences du cœur racontent le retour du narrateur de la recherche du temps perdu à Balbec, c'est-à-dire Cabourg, enfin bon, une station balnéaire, si vous voulez. Enghien plus la mer. Il arrive dans cette ambiance de bain de mer, dans cette ville où il avait été 2 ans plus tôt avec sa grand-mère. Bon. Et 2 années plus tôt, il était arrivé démuni, comme un adolescent, boutonneux, mal dans sa peau, qui regarde les filles sans qu'elles le voient, enfin sans qu'elles voient qu'il les regarde, ou alors quand elles le voient, elles le trouvent un peu bizarre. Enfin bref, une époque où on se cherche un peu, il était avec sa grand-mère, il était en vacances avec sa grand-mère, ça fait pas sérieux évidemment. Entre-temps, sa grand-mère est morte. Et sa grand-mère est morte. Bon, lui, il continue à vivre. Et il a d'autres soucis, il a des trucs à faire, et il continue à vivre. Mais enfin, il retourne à l'endroit où il a été avec sa grand-mère. Il a tellement continué à vivre, finalement, il a si peu pleuré sa grand-mère qu'il ne voit aucun inconvénient à retourner au grand hôtel de Balbec, se payer 15 jours de vacances, tout content, etc., à l'endroit où il avait déjà été. Il a presque oublié qu'il y avait été avec sa grand-mère. Puis il arrive, et le soir, le jour de son arrivée, il est saisi d'un accès de fatigue cardiaque, intermittence du cœur. Un accès de fatigue cardiaque, il se penche et il défait les lacets de ses bottines, et en défaisant les lacets de ses bottines, soudain sa poitrine est gonflée d'une sensation inouïe, d'une tristesse énorme, gigantesque, qu'il n'avait pas du tout vu venir. C'est le propre de la mémoire involontaire, c'est-à-dire les choses dont on n'essaie pas de se souvenir, mais qui nous viennent, qui nous frappent la gueule, sans qu'on les attende, sans qu'on s'y attende, et qu'on n'a pas prévu, et auxquelles on ne peut pas échapper quand elles nous arrivent, surtout. Et soudain, dit-il, il dit ceci, « Je venais d'apercevoir, penché sur ma mémoire, le visage tendre, préoccupé
et légèrement déçu de ma grand-mère. Et il ajoute, de ma grand-mère véritable. Non pas celle dont je m'étais reproché de si peu regretter l'absence et la mort, et à laquelle je n'avais pas plus pensé que ça depuis qu'elle avait eu son attaque sur les Champs-Élysées. Non, ma grand-mère véritable, en la présence de qui l'éternité ne serait pas trop longue. Et voilà quelqu'un qui passe, cette fois-ci c'est toujours le même processus, passer d'un savoir à une conscience ou d'un savoir à un sentiment, mais là, il passe du savoir que sa grand-mère est morte à la compréhension que grand-mère est morte. Ce qui n'a rien à voir. Ce qui n'a rien à voir. Et ce basculement, cette épiphanie, et il faut l'appeler comme ça, et c'est parce que, d'une certaine manière, c'est un miracle. Cette épiphanie, c'est-à-dire cette prise de conscience stupéfiante, faite dans la stupeur, dans la douleur, dans la tristesse, que sa grand-mère est morte, et que ça fait 2 ans qu'il vit avec ça. Il ne s'en est même pas rendu compte. Et il découvre ça. Alors, il se met à traverser les enfers. Littéralement, il traverse les enfers parce qu'il raconte son rêve, et dans son rêve, il décrit une descente aux enfers. Proust, à cet endroit-là, pastiche l'Odyssée et le voyage d'Ulysse aux enfers. Or, Ulysse, voyageant aux enfers, rencontre Achille, qui évidemment règne sur le royaume des morts. Ulysse lui dit, bien alors Achille, d'une certaine manière, rien n'a changé puisque tu règnes sur le royaume des morts. Et Achille lui dit, ne me farde pas la mort, noble Ulysse, je préférerais être paysan là-haut que roi ici. Et Proust connaissait ce texte par cœur. Et avec ce texte en tête, il décrit son propre rêve, et le rêve qu'il décrit lui montre sa grand-mère qui ne répond plus aux questions qu'elle lui pose. Et lui-même, qui s'aperçoit à sa grande stupeur que ça fait des mois qu'il ne lui a pas écrit. Elle doit croire que je l'oublie depuis qu'elle est morte, se dit-il. En réalité, l'expérience qu'il fait à ce moment-là est déchirante au début, et bien c'est bien compréhensible, qui ne l'a pas faite. Cette expérience est déchirante parce qu'elle décrit ce qu'il appelle l'étrange contradiction en lui-même de la survivance et du néant. Pour le dire très simplement, à l'instant où le souvenir involontaire de sa grand-mère refait surface, au moment où il défait ses lacets, à l'instant où le souvenir involontaire de sa grand-mère refait surface, il la sent vivante, mais gonflée, vivante. Il se dit qu'en tapant sur le mur, elle va répondre. Il tapait 3 petits coups, elle répondait 3 petits coups. Il le sait. Ces 3 petits coups qu'elle reconnaissait entre 1000, il se le dit, il sent ça. Et simultanément, il éprouve le sentiment de son absence. Et il veut s'arrêter sur cette contradiction, parce que c'est une contradiction qu'il ne peut pas comprendre. Présence de sa grand-mère, comme il ne l'a jamais sentie, même de son vivant. Absence définitive de sa grand-mère, et tout autour de lui dit « nous ne l'avons pas vue ». Et il fait ces 2 expériences. Que faire de ces 2 expériences ? D'abord, comprendre le déchirement. Ensuite, et c'est là le coup de génie du narrateur, il dit « Je voulais respecter l'originalité de ma souffrance. » L'originalité de ma souffrance. Autrement dit, il tient à souffrir. Non pas parce que la souffrance lui ramène le souvenir de sa grand-mère. Non pas parce que la souffrance lui donne le sentiment qu'il fait enfin pénitence pour 2 années d'incurie, mais tout simplement parce qu'il sent que c'est l'exploration de sa douleur qui lui donnera les moyens d'appréhender la réalité dans son horreur, dans sa mortalité, dans ce qu'elle a d'affreux, mais également dans ce qu'elle peut avoir de sublime, de précaire et donc de précieux. Et cet homme qui traverse, ce sont des pages si belles, ce sont des pages absolument indépassables. Ces pages qui décrivent la traversée du pire par ce jeune homme, laquelle se double ensuite de l'arrivée de sa mère, qui en plus se met à ressembler à sa grand-mère. Donc ces pages, ce qu'il décrit là, s'achèvent, il vit l'enfer. Il vit l'enfer. Et puis un matin, il se réveille, il se met à sa fenêtre, il regarde par la fenêtre, et il voit la mer, et au lieu de voir la mer, il voit des montagnes bleues. Et puis, il prend le savon trop parfumé du Grand Hôtel de Balbec pour se laver les mains. Et l'odeur du savon trop parfumé du Grand Hôtel de Balbec le renvoie à une odeur familière dans son enfance. Et cette coïncidence le bouleverse. Et puis, il s'essuie les mains avec la serviette, mais le rêche de la serviette, là encore, évoque pour lui une autre impression, un autre sentiment. Bref, il découvre, à l'intérieur de sensations infimes,
le meilleur exemple en étant l'exemple de la Madeleine que tout le monde connaît, il découvre que l'éternité n'est pas à chercher dans un théorème ou dans une vérité, mais dans la persistance paradoxale d'une sensation sous des supports différents. Il fait cette découverte incroyable. Et soudain, il a envie de réentendre le rire d'Albertine. Les rires des enfants l'enchantent. Le spectacle cristallin de l'écume qui recouvre le sable avant de s'estomper à la façon dont une cathédrale de jaspe est recouverte de porphyre, dit-il, et de jaspe écumant. Tout cela l'émerveille. Le bruit du type qui vend les journaux sur la plage de Cabourg-Balbec lui fait l'effet d'un opéra. Il trouve ça beau, il trouve ça magnifique. Et les rosiers, non, les pommiers qu'il croise sur la route qu'il avait l'habitude de prendre avec sa grand-mère, parce qu'il emprunte cette route tous les jours, les pommiers qu'il croise sur cette route sont des pommiers de printemps. Ils sont en robe de satin, ils ont les pieds dans la boue et ils n'ont pas peur d'habiller leur costume de bal. Et derrière ces pommiers, il voit un ciel d'un tel bleu qu'il donne à tout cela le fond d'une estampe japonaise. Bref, c'est une matinée de printemps. C'est une matinée de printemps, et ce passage, qui est un passage d'une douleur insensée, s'achève sur la félicité d'un homme qui se satisfait de ce qu'il regarde, qui se contente de ce qu'il a sous les yeux. Et ce que je veux dire ici, et ce que raconte le narrateur, ce que raconte de façon générale la recherche du temps perdu, c'est qu'une telle félicité eût été inaccessible à celui qui aurait voulu tourner le dos à la douleur que lui traverse et décrit, avec ce qui semble à première vue de la complaisance et qui en réalité n'est qu'une façon de creuser quelque chose, parce qu'on ne peut pas vaincre la mort, mais il est possible de ne céder à la mort aucun pouce de terrain dans le temps de la vie. Et pour le faire, paradoxalement, il faut la regarder en face. C'était la leçon de Montaigne, que philosopher, c'est apprendre à mourir. Montaigne recommandait qu'on dîne face à des vanités, face à des têtes de mort, alors que c'est un hédoniste, c'est un jouisseur. C'était la leçon de Montaigne, c'était la leçon de Tolstoï, de Jankélévitch, c'est la leçon de Proust. Et au fond, tous retiennent une chose. D'abord, ils partent d'un étonnement, qui est que on a beau accompagner l'agonie de quelqu'un, peut-être on a tous fait, je ne sais pas, enfin, on a beau tenir la main de quelqu'un, quand cette personne meurt, on est quand même stupéfait. Quelqu'un qu'on voit souffrir, quand cette personne disparaît, on est quand même stupéfait. Ça fait un choc quand même. Alors que, dit Jankélévitch, comme il est étonnant que la mort nous étonne. Quoi de plus prévisible et quoi de plus stupéfiant? Et Jankélévitch, à la suite de Tolstoï, à la suite de Proust aussi, Jankélévitch en tire la leçon suivante dans sa monographie sur la mort, et je terminerai là-dessus, je ne fais que vous le proposer. Il dit au fond, la qualité d'un phénomène, la qualité d'un événement, comment dire, c'est pas les choses auxquelles on ne s'attend pas qui nous surprennent le plus. C'est les choses auxquelles on s'attend et qui arrivent quand même. Prenons un exemple, on prend un exemple plus gai, vous avez un rendez-vous galant. Vous avez rendez-vous avec une personne, vous passez la journée, vous ne pensez qu'à ça. Vous ne pensez qu'à ça. Vous vous y préparez toute la journée. Vous ne pensez qu'à ça. Ce que vous dit votre patron n'a aucun intérêt. Ce que vous disent vos collègues de bureau en a encore moins. Ce que vous faites dans la journée, vous ne vous en souvenez pas. Vous êtes au radar. Vos pensées sont requises. Vous avez la tête ailleurs. Bien. Vous ne pensez qu'à ça. Vous rentrez chez vous à toute vitesse. Vous vous maquillez, vous vous douchez, vous vous pomponnez, puis vous vous redouchez parce que vous trouvez que c'est pas assez bien. Puis vous faites rien. Vous vous préparez, vous vous surpréparez, vous arrivez au rendez-vous, vous êtes prêt. Vous regardez dans la glace, dans la vitre du magasin, vous mettez sous votre meilleur profil, vous envoyez un SMS, vous dites « je suis là », elle vous répond « j'arrive », JA est arrivé, mais vous vous en foutez parce que vous n'en êtes pas là. Et puis vous êtes là, et puis vous savez ce qui se passe? Ben elle arrive. Et c'est ça qui est fou. Ce qui est dingue, c'est qu'elle arrive quand même. Et aucune surprise devant quelque chose à quoi on ne s'attend pas n'arrive au talon de la stupeur du type qui passe sa journée à attendre le moment où il verra ce visage et le moment où le visage apparaît. Qu'est-ce qui dépasse ça? Ce que je veux dire ici, c'est que tout comme la mort, paradoxalement, chaque phénomène porte en lui cette potentialité, cette ambivalence qui permet qu'on le regarde avec stupeur. Qu'est-ce que c'est que la philo? S'étonner de ce qu'on a l'habitude de voir. C'est pour ça qu'il n'est de philosophie sérieuse que de philosophie qui affronte la question de la mort.
Non pas pour s'y complaire, mais pour en retenir le fait qu'au fond, ce qui est intéressant dans l'existence, ce qui vaut d'être vécu, ce ne sont pas des choses inédites. C'est la qualité que mon regard donne à ce que j'ai l'habitude de voir. Pour le dire très simplement, c'est une métaphore de Jean Kelevitch, c'est un néologisme de Jean Kelevitch. Il parle, pour parler des instants, il dit « les instants sont primultimes ». C'est-à-dire qu'ils sont tous premiers de leur genre, naturellement, mais aussi derniers de leur genre. De sorte qu'il nous appartient à chacun de vivre chaque instant comme si c'était le dernier. C'est ce qu'on appelle l'hédonisme. Dépêche-toi. Carpe diem. Ça déprime. Avez-vous jamais pensé carpe diem sans qu'une petite voix vous dise à l'oreille « dépêche-toi, ça ne va pas durer ». Ce que je veux dire, c'est que c'est une philosophie anxieuse, l'hédonisme du profite, dépêche-toi, ça ne va pas durer. Vivre chaque instant comme si c'était le dernier, bonjour l'angoisse. Or, note Jean Kelevitch, et qui a cette phrase incroyable, il dit « la mort est toujours jeune puisque tout homme est le premier à mourir ». Ce que note Jean Kelevitch, c'est que chaque instant est aussi le premier, et qu'au fond, il nous appartient, par une révolution, dit-il, de l'âme tout entière, de poser sur les phénomènes de l'existence le regard, non pas anxieux de celui qui veut en jouir avant que ça se finisse, mais le regard virginal de celui qui sait s'étonner de ce qu'il a l'habitude de voir, qui sait regarder pour la première fois ce qu'il a l'habitude de voir. Bref, pour le dire très simplement, la morale de Jean Kelevitch ici, et celle de Proust d'une certaine manière, c'est que naturellement on peut vivre chaque instant comme si c'était le dernier, mais c'est peu de choses. Que ce que la mort nous apprend, ce que notre mourir nous apprend, ce que la conscience de notre mourir nous apprend, c'est aussi à vivre chaque instant comme s'il était le premier. Voilà, merci de votre attention.